La maison Weston d'abord porte un nom et un prénom. Et lorsque je suis entré dans l'histoire de J.M. Weston, parce que c'est le nom à la fois de la maison et de la marque, je me suis aperçu que c'était un nom d'emprunt. Le fils du fondateur, M. Blanchard, était parti dans la ville de Weston aux États-Unis pour apprendre le cousu Goodyear. Il en est revenu avec le nom et nous n'avons jamais réussi à trouver ce que signifiait J.M. Et cet état de fiction du nom m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, ça va être un nom d'emprunt pour pouvoir écrire une nouvelle histoire, pour pouvoir même faire raconter à la propre maison Weston lui faire emprunter un autre chemin qu'elle n'a déjà. Ça m'a beaucoup plu de découvrir cet état de doute que l'on peut avoir en découvrant un nom plus que quelqu'un qui met sur sa griffe son état civil. Et ce que je sais de la maison Weston, ce sont des souliers, des chaussures, pour ne pas dire des pas. Et ça, je trouvais que c'était parler autrement que de la mode. Parler d'une maison qui fait des chaussures et qui accompagne les pas des passagers, des marcheurs, des flâneurs, des promeneurs, de tout celui qui veut se mettre en route. Symboliquement, je trouvais que peut-être j'avais quelque chose à faire avec une maison comme celle-ci. Je peux dire avec vraiment prudence, parce que c'est un saut que de passer de l'étude de l'histoire de la mode à la création. Mais je peux dire quand même qu'à force de 25 ans d'études de la mode, d'avoir vu des collections nombreuses de tous les musées de mode en France, de tous les collectionneurs, de plusieurs musées dans le monde, je peux dire quand même que j'ai appris à reconnaître ce qui était de l'ordre de la farce de mode ou ce qui est de l'ordre de l'œuvre d'un auteur. Et il y a quand même, il y a quand même quelques signes lorsque l'on voit un vêtement, une création qui le rappellent assez immédiatement. On peut lire l'histoire de la mode de plusieurs points de vue. La lecture des auteurs est quand même un petit peu la plus vertueuse et là-dessus, il n'y a pas tellement de risque de se tromper. Après, pour faire, je ne peux pas prédire encore d'être à la hauteur de ce que je dis, mais je pense quand même que enlever est une première attitude dans la création euh, moins sournoise, plus bénéfique que d'ajouter. Et puis en qualité d'historien, je veux préserver ce qui existe. J'ai moi-même au pied des chaussures qui datent de 1937, qui continuent d'être fabriquées, ce sont le modèle des chasses. Et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et je pense que ça contredit toutes les humeurs de mode. Être à la mode, c'est pas forcément adhérer à la nouveauté, mais c'est justement parfois rester fidèle à ce qui a mis du temps à s'imposer. Et ça, si un historien ne sait pas le proclamer haut et fort, alors non, je pense que je serais passé à côté de ma mission. Ça s'est imposé un petit peu naturellement parce qu'il faut tous les projets, tous les sujets, que ce soit une exposition, l'aménagement d'une boutique, une campagne publicitaire, une performance pour Weston ou une performance pour d'autres domaines de mes activités, il faut pouvoir y rêver. Si on n'y rêve pas, et je ne vais pas placer sur le mode romantique la création, parce qu'à un moment donné, on travaille et les idées ne viennent pas en ouvrant la fenêtre et en regardant le ciel, elles viennent en travaillant. Et ça n'a pas d'autre issue et ça ne peut pas se vérifier autrement. Par contre, je pense qu'il faut vraiment les rêver, il faut un petit peu préserver ce qui se laisse un petit peu percevoir, c'est parfois un refus du système du luxe, du refus de la mode. Je pense que tout ce que l'on a pu dire sur le système économique marchand du luxe n'est pas vérifié tout le temps, qu'il y a d'autres manières d'aborder cette logique-là, que parfois parler des hommes qui font le patrimoine que constitue Weston et tous les hommes, pas seulement le créateur, mais aussi surtout tous ceux qui les fabriquent, c'est plus vertueux. Il y a aussi une manière de développer une communication vertueuse autour de ce nom, faire des performances qui parlent du pas au-delà
de parler de la marque elle-même, ça me semble aussi peut-être plus encourageant pour l'avenir. Il y a, tout n'est pas raccordé à un mobile économique à tout rompre. Il faut, moi je suis persuadé, pour pouvoir entrer chez Weston, il faut être un visiteur qui devient un client. Et si on ne devient pas un client, c'est pas grave. C'est nécessaire pour qu'on puisse continuer de donner du travail à tout le monde. Mais je pense qu'il faut revenir à cet état-là. Je pense que toutes les personnes qui font sont des artistes, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Après, être un auteur, c'est un petit peu différent. Être un auteur, c'est pouvoir se répéter, c'est pouvoir... donc je pense, je dis souvent qu'entre ce que j'ai fait en qualité de directeur de musée, de conservateur, de commissaire d'expo, d'auteur, de performance, hein, et aujourd'hui ce que je fais chez Weston, va trouver un sens comme lorsqu'on regarde un petit peu les choses s'accrocher les unes aux autres. Quand j'ai fait la performance avec Mathilde Monnier en présentant les 11 modèles emblématiques de Weston, qui sont des modèles, je dirais, des fils à plomb pour la marche, euh, pour la maison, je ne pensais pas que je faisais un autre métier. Et quand je m'intéresse à la manufacture, aux artisans, aux chaussures qu'ils ont créées ou qu'ils vont créer, je pense que je ne fais pas autre chose qu'un travail d'historien. Ce qui est nouveau, c'est d'introduire de la création, mais je vois que même dans ce domaine-là, je pars toujours de quelque chose qui a existé et que rien ne me fait plus peur que le présent. Souvent, je trouve que le présent est plus daté que le passé, que ce qui s'imprime au présent a quelque chose de plus clinquant, et dès qu'on se détourne à un mois, 2 ans ou 20 ans près, ça a pris une forme de sédimentation qui est beaucoup plus tranquille et qui est beaucoup plus apaisante pour tout le monde.